Une star du rock britannique a fait une promesse glaçante. Il a déclaré à une équipe de documentaires qu'il voulait la tête de Phil Collins dans son réfrigérateur d'ici la fin de la décennie. Il ne plaisantait pas. Il a qualifié Phil d'antéchrist de la musique, mais il n'était pas seul. Une icône du grunge a dit qu'il ne porterait une chemise taille-dix que si elle était teinte avec l'urine de Phil. Un juge d'une émission de télé-réalité a été qualifié de cruel par Phil. Même son héros d'enfance l'a humilié en public. L'homme qui a vendu 150 millions d'albums est devenu, d'une manière ou d'une autre, le musicien le plus détesté au monde. Phil Collins est né le 30 janvier 1951 à Chiswick, dans l'ouest de Londres. Sa mère, June, était agente théâtrale. Son père, Greville, travaillait dans les assurances. Ce mélange de créativité et de structure a façonné Phil dès le début. Le métier de sa mère signifiait que les discussions sur le monde du spectacle étaient monnaie courante à la maison. Les acteurs, les horaires de scène et les performances faisaient partie des conversations au dîner. Il a grandi en entendant comment fonctionnait l'industrie derrière les coulisses, comment gérer les agents, repérer une bonne affaire ou encore contrôler une foule. Sans le savoir, Phil recevait une éducation en coulisses dans le domaine du divertissement avant même de pouvoir écrire une phrase complète. Puis, à seulement 5 ans, quelque chose s'est déclenché. On lui a offert une batterie jouet et cela a allumé une flamme en lui. Ce n'était pas juste un enfant tapant sur du plastique. Phil avait un don. La même année, lors de vacances familiales à Berlin, il a participé à un concours de talent. L'orchestre a commencé à jouer derrière lui, mais ils étaient dans la mauvaise tonalité. Le petit Phil les a arrêtés net. Il a dit aux musiciens qu'ils se trompaient, et il avait raison. Un enfant de 5 ans corrigeant des adultes formés. Le public n'en croyait pas ses yeux, mais cela révélait quelque chose d'important. Phil n'écoutait pas seulement la musique, il la comprenait. Son oreille, son sens du rythme et son audace se démarquaient. À partir de ce jour, plus personne autour de lui ne le voyait de la même manière. Au début de son adolescence, Phil se produisait déjà devant de grandes foules. Il a joué le rôle de l'astucieux Dodger dans la production théâtrale londonienne d'Oliver, un rôle difficile qui demandait à la fois du charme et de l'assurance. Il est également apparu comme figurant dans A Hard Day's Night des Beatles en 1000. Plus tard, il a tourné des scènes pour Chitty Chitty Bang Bang, mais elles ont été coupées. Ce fut sa première expérience de la brutalité du monde du spectacle. Même en faisant tout correctement, son travail pouvait rester sur le sol de la salle de montage. Pendant ses années d'école, Phil ne se contentait pas de jouer la comédie. Il formait aussi des groupes. Son premier groupe sérieux s'appelait The Real Thing. Le nom disait tout, il ne jouait pas pour s'amuser. Avec un autre groupe précoce, Freehold, il a écrit sa première chanson, Mentir, Pleureux, Mourir. Le titre était dramatique, mais les émotions étaient réelles. Cela montrait qu'il n'était pas seulement batteur ou acteur, il avait des histoires à raconter, et la musique était sa façon de les exprimer. C'était le début de Phil Collins, l'auteur-compositeur, le leader, l'artiste. Puis vint le moment qui a tout changé. Le 28 juin 1970, Phil feuilletait le magazine Melody Maker chez un ami lorsqu'il a repéré une petite annonce. Elle indiquait qu'un groupe cherchait un batteur sensible à la musique acoustique, avec une guitare à 12 cordes. Ce groupe était Genesis. Phil n'avait que dit s'est présenté chez les parents de Peter Gabriel à Surrey pour l'audition. Elle a duré 6 heures. Il a joué, chanté des chœurs, et tout s'est parfaitement aligné avec le groupe. Ils l'ont engagé pour $10 par semaine. Ce n'était pas assez pour vivre, alors il a conservé son emploi dans une boutique de musique pendant un temps. Mais il était dans le groupe, et Genesis ne serait plus jamais le même. Entre 1961, Phil a contribué à créer 3 albums qui ont défini l'ère du rock progressif de Genesis. Nursery Crime est sorti en octobre 1000. Son jeu de batterie sur The Musical Box, un morceau de 23 minutes, est devenu iconique. Puis est venu Foxtrot en 1972, où il a joué sur Supper's Ready, une chanson que beaucoup de fans considèrent comme la meilleure du genre. Elle durait plus de 20 minutes et changeait constamment de signature rythmique, 4-4, 7-8, voire 9, et Phil tenait tout cela ensemble. En 1973, Selling England by the Pound a atteint la 3e place des charts britanniques. Sur The Battle of Epping Forest, il a utilisé 47 instruments de percussion, des timbales,
un vibraphone et même des ustensiles de cuisine. À ce stade, il n'était plus seulement un batteur, il était un génie des baguettes. Mais en août 1975, Genesis a heurté un mur. Peter Gabriel est parti. Personne ne savait si le groupe survivrait. Ils ont lancé un vaste processus d'audition pour trouver un nouveau chanteur. 4 personnes sont venues et reparties. Chacune devait chanter 3 morceaux complexes de Genesis. Ils ont fait venir des noms comme Mick Strickland et Fish de Marillion. Mais la réponse était assise derrière la batterie tout ce temps. Phil chantait des chœurs depuis des années, et lorsqu'il s'est avancé pour essayer le chant principal, quelque chose s'est de nouveau déclenché. Le 3 février 1976, il a auditionné pour Real. 4 heures plus tard, c'était fait. Sa version de In the Cage a donné des frissons au groupe. La vérité, ils le voulaient depuis la 3e semaine, mais ils ont continué à chercher juste pour être sûrs. Ce que la plupart des gens ignoraient, c'est que pendant tout ce temps, Phil vivait une double vie. Il a rejoint Brand X, un groupe de jazz fusion, en 1975. Tout en enregistrant Wind and Wuthering avec Genesis le jour, il répétait ou jouait avec Brand X la nuit. Parfois, il travaillait 18 heures d'affilée, jouant de la batterie jusqu'à ce que son corps s'effondre. Son solo sur Why Should I Lend You Mine en 1977 durait 12 minutes et a laissé les musiciens stupéfaits. C'était l'une des pièces de batterie les plus difficiles de l'histoire du jazz fusion. Phil Collins n'avait pas prévu de devenir l'une des plus grandes stars des années 1904. Tout a commencé par un chagrin d'amour. Début 1979, son mariage avec Andrea Bertorelli s'est effondré. Il est rentré dans sa maison vide à Surrey, en Angleterre, seul, en colère et confus. Au lieu de s'effondrer, il a transformé la douleur en musique. Il a traîné un piano des années 1920 dans sa chambre et ajouté une boîte à rythme. Pas de groupe, pas de distraction, juste Phil travaillant à travers les décombres de sa vie. Le 13 février 1981, juste un jour avant la Saint-Valentin, il a sorti Face Value, son premier album solo. Ce n'était pas poli, ce n'était pas doux, c'était brut, réel et plein d'émotions. La chanson In the Air Tonight a frappé les auditeurs comme un coup de poing dans la poitrine. En août, elle a atteint la 19e place du Billboard Hot 100, tandis que Endless Love de Diana Ross et Lionel Richie trônaient au numéro 1. Ce contraste disait tout. Alors que le monde célébrait l'amour, Phil le démolissait avec des tambours tonitruants et un silence troublant. Ces tambours n'étaient pas ordinaires. En fait, ils étaient un accident. Le son venait d'un studio à Shepherd's Bush, où Collins enregistrait avec Peter Gabriel. Le producteur Hugh Padgham a accidentellement laissé un micro allumé, un micro destiné uniquement à parler, mais ce qui en est sorti était magique. Le micro était compressé et doté d'un effet de gate, coupant l'écho et transformant chaque coup de tambour en quelque chose d'explosif. Personne n'avait jamais entendu des tambours comme ça auparavant. Ils ont utilisé cet effet sur In the Air Tonight, et le monde l'a remarqué. Ce son appelé réverbération avec gate est devenu la signature du pop et du rock des années 80. Collins l'a réutilisé dans Against All Odds et I Don't Care Anymore. Genesis l'a utilisé dans Mama, bientôt tout le monde l'a copié jusqu'à ce que les années 90 arrivent et que les groupes veuillent quelque chose de plus naturel. Mais même aujourd'hui, des artistes comme Beyoncé et Lorde ramènent ce son, montrant à quel point l'erreur de Collins a eu un impact. Et il ne s'est pas arrêté là. En 1982, il a sorti Hello I Must Be Going, un album rempli de soul, de rythme et de chœur. Il a atteint la 2e place au Royaume-Uni et la 8e aux États-Unis. Sa reprise de You Can't Hurry Love a atteint le numéro 1 en Grande-Bretagne. Puis est venu No Jacket Required en 1985, et cela a tout changé. Cette fois, Collins a abandonné les thèmes de chagrin d'amour. Il voulait quelque chose de plus optimiste. Il a fait appel à Sting et Peter Gabriel pour les chœurs, et s'est orienté vers des pistes dansantes. L'album a dominé les charts pendant 5 semaines au Royaume-Uni et 7 semaines aux États-Unis. Il s'est vendu à plus de 12 millions d'exemplaires en Amérique et a remporté 3 Grammy Awards, dont celui de l'album de l'année. Cette année-là, Collins a eu 3 tubes numéro 1 aux États-Unis, plus que quiconque en 1985. Entre 1990, il était inarrêtable. Il a décroché 13 hits dans le top 10 aux États-Unis. Against All Odds lui a donné son premier numéro 1 en solo en Amérique,
La chanson lui a valu un Grammy, mais les Oscars l'ont snobé. Il s'est envolé pour Los Angeles prêt à se produire, mais ils ont choisi un danseur à la place. Collins n'a jamais oublié. Il en a plaisanté sur scène pendant des années. En 1977, avec la sortie de Land Under War 3, quelque chose avait changé. Follow You Follow Me a percé dans le top 10 britannique et le top 40 américain. C'était accrocheur, c'était doux, c'était pop. Pour les fans inconditionnels de Genesis, c'était une trahison. Ces mêmes personnes qui avaient mémorisé des chansons de 10 minutes sur des bêtes mythiques et des rois mourants, recevaient maintenant des chansons d'amour, simples. Cette douleur n'a pas disparu. Genesis avait toujours été un groupe de mecs, compliqué, dominé par des hommes et fier de ne pas être commercial. Sous Collins, cela a changé. Leur nouveau son a attiré un public plus large, en particulier les femmes. Le groupe gagnait en popularité, mais pour les premiers fans, on aurait dit qu'ils perdaient leur âme, puis est venu Invisible Touch. C'était un disque pop à part entière, et il a explosé. La chanson titre a atteint la première place du Billboard Hot 100 américain. Genesis n'avait jamais fait ça auparavant. L'album s'est vendu à plus de 6 millions d'exemplaires aux États-Unis et 1,2 million au Royaume-Uni. 5 singles de cet album ont atteint le top 5 en Amérique. 5. Land of Confusion, Throw You Need All Away, In Too Deep, Tonight, 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 tous des monstres des charts. Collins a admis plus tard que la chanson-titre était inspirée de The Glamorous Life de Sheila E. Il voulait écrire sa propre version. Fait amusant, la piste est née d'une session d'improvisation. Juste le groupe qui s'amusait. Cette chanson est devenue la préférée de Collins. Mike Rutherford l'a qualifiée de chanson merveilleuse, amusante à jouer. Les fans étaient divisés, mais les chiffres ne mentaient pas. Le 19 juillet 1986, Invisible Touch était numéro 1. Juste derrière, à la deuxième place, Sledgehammer de Peter Gabriel. Un groupe, deux leaders, dos à dos dans les charts. On aurait dit que le passé et le présent de Genesis s'affrontaient. Le passé n'a pas gagné, mais le succès a un prix. À la moitié des années 80, Phil Collins était devenu plus grand que Genesis. Son premier album solo, Face Value, a dominé les charts britanniques pendant 3 semaines et atteint la 7e place aux États-Unis. In the Air Tonight est devenu un hit mondial. Cette rupture de batterie inquiétante, iconique. Puis sont venus d'autres albums, Hello I Must Be Going, No Jacket Required But Serious Light, tous multiplatines. No Jacket Required a eu 4 hits dans le top 10, dont 2 numéro 1. Il ne se contentait pas de bien faire, il dominait. À la fin de la décennie, Collins avait plus de singles dans le top 40 américain que quiconque. Quand Genesis s'est réuni fin 1985 pour faire Invisible Touch, Collins a dû rassurer les autres qu'il ne partait pas. « Je suis heureux de ce qu'on fait maintenant », a-t-il dit, mais tout le monde savait que ça ne durerait pas éternellement. En 1996, Collins est finalement parti. Mike Rutherford a admis plus tard que la surprise était qu'il soit resté aussi longtemps, tout le monde n'aimait pas ce succès. En fait, beaucoup de gens le détestaient. Collins est devenu l'emblème du vendu, il n'a pas seulement traversé le mainstream, il l'a conquis. Les gens ont commencé à se lasser de lui. En 2010, il a admis « Je suis désolé que tout ait été si réussi. Honnêtement, je ne voulais pas que ça arrive comme ça. » La haine n'était pas subtile non plus. Dans American Psycho, Patrick Bateman s'en prend à Phil Collins avant de tuer quelqu'un. Le message était clair, Collins était devenu le symbole de tout ce que les gens détestaient dans le pop des années 80. Même South Park s'y est mis, se moquant de lui comme d'une star déchue, uniquement appréciable sous médication. Phil Collins a grandi en idolâtrant les Beatles. Alors quand il a enfin rencontré Paul McCartney au palais de Buckingham en 2002, il a apporté quelque chose de spécial, une première édition d'une biographie des Beatles, espérant une signature. Mais au lieu de chaleur, McCartney a souri narquoisement et a dit à sa femme « Oh Heather, notre petit Phil est un peu fan des Beatles ». Cette phrase a frappé comme une gifle, Collins était stupéfait. Ça ne ressemblait pas à une blague. On aurait dit qu'on se moquait de lui simplement pour admirer quelqu'un qu'il écoutait enfant. Des années plus tard, il a admis qu'il n'avait jamais oublié ce moment. Selon ses mots, « Salaud, salaud, ça m'a rongé ». Collins a dit que McCartney avait un complexe de supériorité. Quand McCartney a fini par tendre la main, ce n'était pas vraiment des excuses.
Collins a dit que ça ressemblait plus à un passons à autre chose. Mais pour lui ce commentaire avait trop duré. Il n'était pas seulement amer, il était blessé. Et dans un milieu où l'ego est une monnaie, même une petite pique peut devenir une querelle de plusieurs années. Simon Cowell n'a pas été épargné non plus. En 2005, Collins a été clair. Il n'avait aucune patience pour Cowell ou sa marque de cruauté. « Je n'ai pas de temps pour Simon Cowell », a-t-il dit. Il est juste cruel. Un incident l'a marqué. Cowell avait dit à une femme qui chantait sur des bateaux « Je ne monterai jamais sur un bateau où tu chantes car il coulerait ». Pour Collins, ce n'était pas une critique, c'était de l'humiliation. Il a refusé des offres pour apparaître dans des émissions de talent comme American Idol. Pour lui, c'était des formats sans vie où l'art n'avait pas d'importance, seulement les audiences. Il a dit que participer à l'une de ces émissions reviendrait à se cogner la tête contre un mur. Pour Collins, le problème n'était pas seulement Cowell, c'était ce qu'il représentait, un système industriel qui fabriquait des stars en détruisant les gens. Puis est venu le Britpop, et il est arrivé avec des crocs. Noel Gallagher, leader d'Oasis, a fait de Collins une cible personnelle. Au début des années 90, Gallagher a déclaré la guerre à ce qu'il appelait la musique de fast-food. Phil Collins et Sting, a-t-il dit, étaient en tête de liste. Je veux la tête coupée de Phil Collins dans mon frigo d'ici la fin de cette décennie, a-t-il déclaré à une équipe de documentaire en mai. Si je n'y arrive pas, je serai un échec. Gallagher a ensuite adouci ses propos, admettant qu'il était dramatique, mais il n'a jamais vraiment lâché. Il continuait à appeler Collins l'antéchrist de la musique. Collins ne s'est pas retenu non plus. Il a dit que les frères d'Oasis étaient juste des types horribles, grossiers et pas. Pourtant, il a admis aimer leur musique, tout en levant les yeux au ciel devant leur comportement. Ce n'était pas seulement personnel, c'était générationnel. Le Britpop voulait de la rébellion, et Collins était le pop poli de l'ancienne garde. Kurt Cobain avait sa propre opinion, et elle était brutale. Dans une interview de 1992, le leader de Nirvana s'est lancé dans une diatribe qui a brûlé tout ce que Collins représentait. Il s'est moqué du soul masculin blanc, des cuivres caricaturaux, et a dit qu'il détestait les chemises TD, sauf comme il l'a plaisanté, si elles étaient teintes avec l'urine de Phil Collins et le sang de Jerry Garcia. Cobain ne détestait pas Collins en tant que personne. Il détestait ce qu'il représentait, un pop commercial qui à ses yeux était inauthentique et sans âme. Ce n'était pas seulement une question de goût, c'était une question de valeur. Pour Cobain, Collins était le symbole de tout ce que le grunge essayait de détruire. Et bien qu'il ne se soit jamais affronté face à face, les mots de Cobain ont marqué. Il voulait tuer une époque, et Collins en était le visage. Mais la douleur de Collins n'était pas seulement publique, elle était personnelle. Ses mariages étaient tumultueux, et ses divorces étaient encore pires. Il s'est marié 3 fois. Le premier s'est terminé en le deuxième en 1980, le deuxième en mais la séparation la plus choquante a eu lieu en 2008. Son divorce d'Oriane, Sevé lui a coûté 46. À l'époque, c'était le règlement de divorce de célébrité le plus important de l'histoire britannique. Même le paiement très médiatisé de McCartney à Heather Mills était inférieur. Au total, Collins a perdu environ 84 millions de dollars en règlement de divorce, presque un tiers de sa fortune. Les gros titres n'étaient pas tendres. Ils l'ont qualifié de malchanceux en amour. Mais ce qui a suivi a empiré les choses. Après s'être brièvement réconciliée avec Sevé à la fin des années 2010, elle l'a soudainement quitté par texto et a épousé un autre homme à Las Vegas. Le vrai rebondissement, elle a refusé de quitter son manoir de 40 millions de dollars à Miami. Avec son nouveau mari, elle aurait engagé des gardes armés, bloqué les caméras de sécurité et changé les serrures. Collins les a accusés d'organiser une prise de contrôle. Sevé, à son tour, a exigé 20 millions, affirmant que Collins lui avait promis la moitié de la valeur de la maison. Il l'a nié. La bataille juridique a traîné jusqu'en 2000. Un juge a rejeté les revendications de Sevé, après qu'elle a violé à plusieurs reprises les ordres du tribunal. Mais le mal était fait. Collins avait été publiquement humilié une fois de plus. La femme en qui il avait autrefois confiance avait menacé de divulguer des informations privées s'il ne payait pas. Ce n'était plus seulement un divorce. C'était une guerre. Et puis il y avait Lily, la fille de Phil Collins.
Désormais une star à part entière, elle a parlé ouvertement de leur relation tendue. Ses parents ont divorcé quand elle n'avait que 5 ans. Collins n'était pas souvent présent, et cette absence a laissé des cicatrices. Dans ses mémoires de 2017, elle a écrit « Je te pardonne de ne pas toujours avoir été là quand j'avais besoin de toi ». Elle a parlé de l'insécurité, du trouble alimentaire et du vide émotionnel laissé par le silence de son père. Il était peut-être encore en vie, mais la plupart du temps, on aurait dit qu'il était complètement absent. C'était brut, douloureux, mais honnête. Avec le temps, ils ont commencé à reconstruire. Lily était aux côtés de son père lors du dernier concert de Genesis, elle l'a appelé son héros. Mais le chemin du retour a été long et porte encore le poids de ce qui a été perdu. Derrière tout cela, derrière la gloire, la fortune, les rancunes et les commérages, il y avait un homme qui luttait pour rester entier. Après son 3e divorce, Collins est effondré. Il a commencé à boire tôt dans la journée, du 20 à 11 heures du matin, de la vodka ensuite. Cela a failli le tuer. Il a développé une pancréatite, subi des lésions nerveuses, et finalement, n'a plus pu jouer de la batterie. Phil Collins n'était pas seulement une star du rock, il est devenu un nom connu à la fois dans les charts et sur grand écran. En 1988, il a fait un pas audacieux dans le cinéma, avec le film Buster. Il a joué Buster Edward, un homme qui a participé au célèbre braquage du train de nuit. Le film a bien marché, surtout aux États-Unis, rapportant plus de 5. Mais ce qui a vraiment décollé, c'est la bande originale. La version de Collins de A Groovy Kind of Love est devenue un énorme succès. Elle a atteint la première place au Royaume-Uni et aux États-Unis. Une autre chanson du film, Two Hearts, a également dominé les charts Billboard aux États-Unis et a même remporté un Golden Globe. Collins avait accompli quelque chose de très rare. Il était à la fois un acteur à succès et un musicien à succès. Un peu plus d'une décennie plus tard, il a atteint un autre sommet. En 1999, Collins a travaillé avec Disney sur le film d'animation Tarzan. Il a écrit et interprété You'll Be in My Heart, une ballade douce et émouvante, qui est devenue le cœur du film. La chanson est restée numéro 1 sur le classement adulte contemporain pendant 9 semaines. En 2000, elle lui a valu un Oscar pour la meilleure chanson originale. Ce qui était encore plus impressionnant, c'est qu'il ne l'a pas seulement enregistrée en anglais. Collins a chanté la chanson lui-même en français, allemand, italien et espagnol. Cela a contribué à faire de la bande originale de Tarzan un succès mondial, avec plus de 2,5 millions d'exemplaires vendus rien qu'aux États-Unis. À ce stade, il avait accompli quelque chose que très peu de gens réalisent, remporter un Grammy, un Oscar et un Golden Globe. Mais Collins ne s'est pas arrêté aux rôles principaux ou au Grand Prix. Il aimait surprendre les gens. En 1985, il est apparu dans Miami Vice en tant qu'escroc flamboyant. Les fans ne s'attendaient pas à voir une légende du rock dans un drame policier, mais il a excellé. Quelques années plus tard, il a fait une brève apparition dans Hook de Spielberg en tant qu'inspecteur de police. C'était court, mais amusant. Et en 1993, il a pris un virage plus sombre dans And the Band Played On, un film sur la crise du sida. Il a joué le propriétaire d'un établissement de bain à San Francisco, un rôle qui montrait qu'il n'avait pas peur des sujets sérieux ou controversés. Ces apparitions prouvaient que Collins ne se contentait pas de tâter du cinéma. Il était vraiment polyvalent, passant de la comédie au drame et tout ce qui se trouve entre les deux. Même lorsqu'il n'était pas à l'écran, sa musique continuait de résonner dans les films et à la télévision. En 2003, il a écrit Look Through My Eyes et Welcome pour Frères des ours de Disney. La bande originale a obtenu une nomination au Grammy et s'est vendue à plus d'un demi-million d'exemplaires aux États-Unis. Il est également apparu dans Les Simpsons en jouant son propre rôle dans un épisode. Et bien sûr, sa chanson emblématique, In the Air Tonight, est devenue encore plus célèbre grâce à la publicité inoubliable d'un gorille jouant de la batterie pour Cadbury en 2000. Ces chansons continuaient d'apparaître dans des émissions, des publicités et des films, preuve que son son n'a jamais vraiment quitté la lumière des projecteurs. Mais en coulisses, son corps s'effondrait. Il jouait de la batterie depuis l'âge de 5 ans. Des décennies penchées en avant derrière une batterie ont fini par écraser sa colonne vertébrale. En 2007, lors d'une tournée de Genesis, il s'est disloqué une vertèbre dans le cou. Ce fut le début de graves lésions nerveuses. Il ne pouvait plus tenir correctement les baguettes.
À un moment, il a dû les scotcher à ses mains pour jouer. Vers la fin de la soixantaine, il n'a eu d'autre choix que d'arrêter complètement de jouer de la batterie. Pour quelqu'un dont l'identité était construite autour du rythme, cette perte était dévastatrice. Pourtant, il n'a pas abandonné. Il a subi une chirurgie majeure en 2009, puis une autre en 2000, mais les choses ne se sont pas beaucoup améliorées. Il a développé un pied tombant, une condition qui rendait la marche difficile. Il a dû utiliser une canne. En 2019, il est même tombé en arrière d'une chaise pendant un concert. Pourtant, il a continué. Il s'est adapté. Il a commencé à se produire assis. Les fans étaient stupéfaits de le voir ainsi, si différent de l'homme énergique dont il se souvenait. Mais sa voix était toujours là. Et sa passion aussi. En 2020, Genesis s'est réuni à nouveau. Cela faisait 13 ans depuis leur dernière tournée. Cette fois, elle s'appelait The Last Domino. Et elle a parcouru l'Europe et l'Amérique du Nord. Il y a eu 47 concerts de fin 2021 à début 2022. Son fils, Nick, a pris en charge la batterie tandis que Phil se concentrait sur le chant. C'était leur dernière tournée. Phil a annoncé qu'il en avait fini. La pandémie a causé des retards, mais ils ont terminé ce qu'ils avaient commencé. Voir Collins sur scène à nouveau, malgré tout, était émouvant. Les fans savaient qu'ils assistaient à la fin d'une ère et à un homme qui refusait d'abandonner. En 2016, il a publié ses mémoires, Not Dead Yet. Le titre disait tout. Dans le livre, il a parlé de tout, sa santé, ses divorces, ses regrets et sa bataille contre l'alcool. Il s'était marié 3 fois. Après le départ de sa 3e femme, il a sombré. Il buvait beaucoup. Il avait l'impression d'avoir tout perdu, sa musique, sa famille, son but. Le livre n'a rien caché. Il était brutalement honnête sur le fait de toucher le fond, mais il a aussi clairement indiqué qu'il n'était pas fini, que même si son corps le trahissait, son esprit, lui, ne l'était pas.